Chapitre 18. Shelly et le sergent Roy Peterson retrouvèrent Cal Noonan devant la maison depuis laquelle Telly Reynash avait tiré ses derniers coups de feu. Après le départ des hélicoptères qui avaient évacué ses coéquipiers, Cal avait disparu pendant une bonne heure. « Je reviens », avait-il dit. Et Shelly n'avait pas douté une seconde qu'il voulait vérifier un point bien précis. Il avait cet air grave et déterminé qui ne trompait pas. Maintenant, il lui faisait part de ses découvertes. Le voisin, Jack George, avait raison. Après avoir fureté chez lui, Nash est allé chez la voisine. Il a trouvé où elle cachait la clé et il a fait comme chez lui. La propriétaire, Aurora, est partie en visite dans sa famille, mais elle a laissé le frigo plein et Nash s'est servi. Sur la table de cuisine, il a laissé un demi-litre de soda, un reste de lasagne et un pot de glace fondue. Donc notre suspect s'est restauré et réhydraté, même si le soda n'était pas le meilleur des choix à faire. Avec cette chaleur, il va vite avoir de nouveau besoin d'eau. « Des vols ?» demanda Shelly. À part dans la cuisine, je n'ai rien vu de dérangé. Nous avions été informés qu'Aurora était en voyage, mais Nash n'avait aucun moyen de le savoir, donc il ne s'est sans doute pas attardé. Il a mangé un morceau à même les emballages et il a filé. Ça lui a quand même pris un peu de temps de faire un repérage pour s'assurer que la maison était déserte, trouver la clé, etc. Après son repas, Nash est parti pour la maison d'en face, sans doute attiré par une remise qui ressemble à celle de George. C'est là que ça devient intéressant. La remise contenait un quad dont nous savons que Nash a fini par le voler pour s'enfuir. Mais il n'a pas commencé par là. D'abord, il a encore fait un repérage. Il s'est assuré que cette maison aussi était déserte et il est entré par une fenêtre laissée ouverte. Il avait déjà mangé, perdu un peu de temps. On aurait pu penser qu'il serait pressé de prendre le large, mais non. Pour un gamin de 17 ans censé agir sous l'emprise de la colère et de ses pulsions, il fait montre de beaucoup de jugeote. La première maison lui avait permis de se sustenter, la deuxième allait lui fournir du matériel. Les propriétaires sont un couple. Johan et Gabe Nelson, précisa Roy. Tous les deux au travail aujourd'hui. Manifestement, Nash a pioché dans la garde-robe de Gabe. Il a changé de haut, pris une casquette. Il y a une boîte à chapeau sortie de la penderie et un t-shirt trempé de sueur en boule par terre. J'ai aussi trouvé des boîtes de cirage noir et marron ouvertes à côté du lavabo. Donc, soit Gabe Nelson a l'habitude de cirer ses chaussures du dimanche dans la salle de bain, soit, et je parierai là-dessus, Nash s'en est servi pour se maquiller. Un camouflage rudimentaire pour la forêt, voire des traînées de boue ça et là sur le visage pour être moins reconnaissable s'il devait regagner la civilisation. Shelly regarda le pisteur et son sergent. Elle n'aimait pas ce qu'elle venait d'entendre. « Vous voulez dire qu'il va retourner en ville ?» « Je veux dire qu'il est organisé. Je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais depuis quand les auteurs de tueries prennent-ils le temps de se ravitailler et d'échafauder une stratégie ? Est-ce que ces fusillades à répétition ne sont pas censées être une seule et même longue crise de colère ? Parce que Nash mijote manifestement autre chose et qu'il fait le nécessaire pour arriver à ses fins. De mieux en mieux, se disait Shelly. Après le repas, l'opération camouflage et pourquoi pas un petit somme, vu le temps qui s'est écoulé, Nash est finalement allé vers la remise des Nelson où il a trouvé le quad. Malheureusement, il s'est aussi aperçu que nous approchions. Il aurait pu prendre l'engin et s'enfuir. Mais non. Il est retourné dans la maison, il s'est posté à une fenêtre de l'étage et il a ouvert le feu. Les lèvres pincées, Cal regardait fixement ses pieds. Vous connaissez la suite. Shelly hocha la tête, ils connaissaient tous la suite. Elle se tourna vers Roy. Vous disiez qu'on avait un témoin ? Un voisin qui avait vu Telly traverser sa propriété ? Jack George, lequel s'est aussi amusé à balancer quelques pruneaux en direction de l'équipe de recherche. Mais maintenant qu'on l'a mis au courant des méfaits de Telly, monsieur est prêt à coopérer. D'accord, allons lui parler. Roy et elle traversèrent le chemin. Cal leur emboîta le pas et Shelly ne le congédia pas. Interroger un témoin n'était généralement pas du ressort du SAR, mais elle se disait qu'après tous ces événements, Cal prenait un intérêt personnel à l'enquête. Elle n'allait pas lui reprocher de vouloir en savoir un maximum sur leur suspect. Dans son jardin, Jack George profitait du spectacle de la police ratissant les bois à la recherche d'indices sur les faits et gestes de Telly Reynash. Dès le matin, Shelly avait reçu l'appui d'autres services de maintien de l'ordre, mais à présent qu'un collègue et une bénévole du SAR avaient été blessés, c'étaient tous les enquêteurs de l'État jusqu'au dernier qui débarquaient dans son comté. Ces renforts lui étaient indispensables.
D'un autre côté, vu l'organisation que nécessitait la coordination de tant de personnes sur plusieurs scènes de crime avec de multiples victimes en un aussi court laps de temps, elle était à 2 doigts d'être dépassée. Il fallait qu'elle se souvienne de bien respirer et de procéder avec méthode. Tout cela était faisable et ce serait fait. Parole d'honneur. À leur arrivée, George coinça ses pouces sous ses bretelles rouges. Un vieux monsieur dans les 70 ans, mais son visage dénotait une vivacité que Shelley appréciait chez un témoin. Elle alla droit au but et lui montra l'image de Telly Nash à l'instant de dégommer la caméra de la station-service. « Jack George, shérif Shelley Atkins. Merci de votre coopération. J'ai cru comprendre que vous aviez surpris un intrus ce matin. Est-ce que c'est lui ?» George jeta un coup d'œil à la photo. « Oui, shérif. »« À quelle heure déjà ?»« Je dirais vers 8h30, 9h. » « Il était seul ?»« Oui. »« Comment le décririez-vous ?»« Il était tout juste comme sur cette photo, sauf qu'il ne portait pas de pull noir. Un t-shirt à manches courtes, j'ai pas vu le devant. Bleu marine peut-être. Mais il portait un sac à dos. C'est ça surtout que j'ai vu. » « Quelle taille, le sac à dos ?» D'un signe de tête, George désigna Cal. « À peu près comme son sac à lui. »« Un sac de randonnée pour une journée, » précisa Cal à Shelley et Roy. « Assez grand pour transporter du matériel de première nécessité et des armes de poing, mais pas assez profond pour une carabine. » Shelley se retourna vers le voisin. « Auriez-vous remarqué si cet intrus était armé, s'il avait une carabine sur lui, par exemple ?»« Je n'ai rien vu. Mais, comme je disais, je l'ai surtout vu de dos. Si j'avais su qu'il avait une carabine, j'y aurais peut-être réfléchi à 2 fois avant de lui tirer dessus. » Un temps. Ou alors, j'aurais mieux visé. Shelley regretta amèrement que tel n'ait pas été le cas. « Est-ce que vous l'aviez déjà vu dans les parages ?»« Oui, à la station-service. »« Est-ce que c'est vrai qu'Erin est morte ?»« Je suis désolée, mais c'est exact. Un client et elle ont été tués en début de matinée par ce suspect, pensons-nous. Vous disiez que vous aviez déjà vu Telly Nash à la station ? Je confirme. En cette saison, avec tous les touristes, c'est trop fatigant de descendre en ville. Alors, la plupart du temps, je vais à la station pour mon journal du matin, le lait, le pain, ce genre de bricoles. Justement, j'ai vu Erin encore ce matin. Les lèvres du vieil homme se mirent à trembler. Je l'avais taquinée en lui disant qu'elle était trop jolie pour s'enterrer dans ce trou miteux, qu'on devrait s'enfuir ensemble. Elle a ri. Elle était comme ça, gentille même avec un vieux. Est-ce que c'était ça le problème ? Ce jeune, c'était un petit copain qu'elle avait largué ou quoi ? On ne sait pas. Vous l'avez souvent croisé à la station ? 1 ou 2 fois. Est-ce qu'il discutait avec Erin ? Non, la dernière fois c'était l'après-midi, elle n'était pas de service. Ça remonte à quand ? Je sais plus très bien, dit George en se grattant la tête sous ses cheveux gris clairsemés. Il y a 2 semaines. Est-ce qu'il était seul ? Intervint Roy. Non, il y avait un camarade avec lui, un autre jeune homme, la vingtaine, je dirais. Ils sont entrés ensemble et regardaient les sodas quand je suis parti. Pourriez-vous décrire l'homme qui l'accompagnait ? Demanda Shelley. C'était la première fois qu'on leur parlait de quelqu'un que Telly aurait fréquenté. Voyons, blanc, un brun aux cheveux courts. Je sais pas, un jeune quelconque. En t-shirt, short, chaussures de randonnée. Je me souviens de m'être fait la réflexion qu'il devait avoir chaud aux pieds avec ses chaussures. Les yeux marrons, peut-être. J'ai pas vraiment fait attention. Est-ce qu'ils se parlaient ? Intervint Cal pour la première fois. Est-ce que l'un d'eux aurait appelé l'autre par son prénom ? George se creusait les méninges. Je ne m'en souviens pas. Je suis désolé. J'avais juste besoin de lait, c'est tout. Roy prenait des notes. Jack George se tourna vers Cal. Ils vont s'en sortir, vos collègues ? On a 2 blessés, dont l'un est entre la vie et la mort, répondit sèchement Cal. Je suis désolé. Je sais que j'ai moi-même tiré sur vous, mais je vous jure que je visais au-dessus de la tête. Je vous présente mes plus plates excuses. Si j'avais su... Je suis désolé, sincèrement. Pas grave, dit Cal. Le pisteur contemplait le bout de ses chaussures, encore secoué.
Shelley le comprenait. La journée avait été rude. Mais elle lui était reconnaissante de ne pas lâcher l'affaire. Elle devinait qu'il faisait partie de ces gens que les revers font redoubler d'efforts. Telly Reynash avait peut-être fait montre de beaucoup de jugeote cet après-midi, mais il avait commis une grossière erreur en tirant sur une équipe de recherche. Aucun policier de l'État n'accepterait de le laisser s'en sortir impunément. Et encore moins un pisteur comme Cal, désormais d'autant plus déterminé à le coincer. Elle tendit sa carte à leur témoin. « Merci de nous contacter si vous voyez ou si vous vous rappelez autre chose. Et si des fois il revenait, prévenez-nous aussitôt. J'ai bien noté que vous étiez vous-même assez adroit avec un fusil, ajouta-t-elle en se disant qu'il valait mieux en prendre acte. Mais vous aurez compris que ce fugitif est armé et dangereux. On le veut. Laissez-nous faire le sale boulot. » Entendu. George prit sa carte et lui serra la main. Une poigne ferme. Là encore, rien à voir avec un vieillard sénile. Elle se réjouit de l'avoir de leur côté. Roy prit ses coordonnées, puis ils quittèrent la propriété et retraversèrent la route pour rejoindre celle de Nelson, dont l'accès était désormais interdit par un ruban de scène de crime. « Il nous faut le nom du deuxième homme, » dit Shelley à la cantonade. « Celui qui était avec Telly dans la station-service. Si on lance un avis de recherche concernant un homme blanc, cheveux bruns et yeux marrons, on sera noyé sous les réponses, » dit Roy. On pourrait retourner à la station, voir s'il y aurait une vidéo d'il y a 2 semaines. Envoyez quelqu'un. L'adjoint Mitchell, par exemple. Il a trouvé des pistes au Walmart? Il a interrogé les caissiers. Personne ne se souvient d'avoir vu un individu correspondant au signalement de Telly dans le magasin ce matin. Or, entre 7 et 8 heures, les clients ne se bousculaient pas. Les employés étaient pratiquement certains que l'un d'eux l'aurait remarqué s'il y était passé. Et les caméras du centre-ville? On a pu reconstituer l'itinéraire de Telly en début de journée? La caméra d'un distributeur de billets a filmé le passage de la voiture des Duval vers 7h30. L'image n'est pas suffisamment bonne pour voir le visage du conducteur ou s'il avait un passager, mais on distingue une forme à l'arrière du pick-up. Peut-être un sac polochon noir. Les armes à feu, suggéra Cal, toujours à leur côté. Le pisteur n'avait pas l'air de savoir quoi faire de lui-même. À présent que Telly se déplaçait en quad, sa mission était pour ainsi dire arrivée à son terme, mais il ne semblait pas s'y résoudre. « Possible, » répondit Roy. « On n'a toujours retrouvé aucune trace des armes, et si Telly n'a sur lui qu'un petit sac à dos, il ne peut pas trimballer 3 armes d'épaule, » conclut Cal. Il regarda Shelley. « Peut-être qu'il a une planque. Vu son comportement, ces fusillades ne tiennent pas autant du hasard qu'on aurait pu le croire de prime abord. Surtout si Jack George a raison et que Telly était client de la station-service. Peut-être que ses parents et la supérette étaient des cibles prédéfinies et que le seul imprévu a en fait été la panne de voiture qui l'a déstabilisé et forcé à improviser. Maintenant qu'il a retrouvé un moyen de locomotion, il est de nouveau en selle. » Shelley hochait la tête. Pourquoi pas? Mais dans ce cas, quel est son plan? Qui était son ami dans la supérette et que mijote-t-il? Une histoire en rapport avec sa sœur? Proposa Roy. Les photos retrouvées dans son téléphone veulent forcément dire quelque chose. Rainey et Quincy affirment que Charla n'a eu aucun contact avec son frère et ne s'est pas aperçu qu'il prenait ses photos. Donc, si elle fait partie de ses projets, l'initiative vient de lui, pas d'elle. « Si je puis me permettre ?» demanda timidement Cal. « Je vous en prie, je suis tout ouïe, » répondit Shelley en écartant les mains dans un geste d'encouragement. « Je ne suis pas enquêteur, mais ma spécialité, c'est de me mettre dans la tête de la cible, pas vrai? Normalement, je fais ça en cherchant des traces, en prenant en compte les aspects pratiques d'une cavale, en suivant une piste. Mais si, en l'occurrence, j'allais voir la maison, histoire de jeter un coup d'œil à la chambre du garçon. Je suis observateur. Il se pourrait que je voie quelque chose, que je remarque un détail, je ne sais pas. » Le pisteur soupira, secoua la tête. « Je ne veux pas marcher sur vos plates-bandes, je sais que vous travaillez très dur, mais c'était mon équipe. Après ce qui s'est passé, je ne me vois pas rentrer chez moi et attendre que le téléphone sonne. Alors si je pouvais me rendre utile de n'importe quelle manière, je vous en serais très reconnaissant. » Shelley le considéra. Il n'était pas dans les habitudes qu'un bénévole des équipes de secouristes se rende au domicile d'un suspect. Mais Cal avait raison. Il avait l'œil. Et elle comprenait son état d'esprit. « On n'a pas encore établi le profil complet des victimes, » fit-elle remarquer à Roy. « Ni eu le temps de fouiller la chambre de Telly dans les règles de l'art. Avec toutes ces fusillades, il nous oblige en permanence à réagir au dernier incident.
Prendre du recul et essayer de nous mettre dans la tête du tireur, comme le propose Cal. L'idée me plaît, lui assura Roy. Et maintenant que nous savons que notre grand solitaire a été vu en compagnie d'au moins un camarade, nous savons un peu mieux quoi chercher, continua Shelley en réfléchissant à voix haute. Elle se tourna vers Cal. D'accord, ça marche. Je vous y conduis. Moi-même, je n'aurai rien contre une deuxième visite. Et en attendant, demanda Roy. Complète l'avis de recherche avec les infos sur le quad. Vois si M. Nelson serait en mesure de dire quels t-shirts et quelles casquettes ont disparu. Et laissons les hélicos travailler pour nous. Tôt ou tard, entre la surveillance aérienne, les patrouilles au sol et la vigilance de la population, il va forcément se faire repérer. Personne ne peut se cacher éternellement. Pas même M. Telly Nash. Chapitre 19. Le secret pour faire cuire une viande, n'importe laquelle, c'est de la dorer de tous les côtés, pour emprisonner les sucs et ensuite de la passer au four. Les morceaux les moins nobles, tu peux les attendrir en les laissant toute une nuit dans une marinade, ou alors évidemment en les frappant avec un rouleau à pâtisserie. Pour la cuisson, 180 degrés est toujours une bonne température. Avec ce réglage, tu ne peux pas te tromper. Sandra se dirigea vers l'évier. Je la suivis docilement. Frank était absent ce week-end-là. Un truc à faire au lycée. Il n'était pas du genre à rendre compte de son emploi du temps à sa femme et Sandra n'était pas du genre à poser des questions à son mari. Il avait annoncé le matin qu'il serait absent jusqu'au dimanche soir, alors Sandra avait décidé de consacrer la journée à des leçons de cuisine. Encore quelque chose qui me serait utile pour mon avenir. Je ne passais pratiquement jamais de temps avec Sandra. Elle restait un peu une énigme pour moi. Elle allait et venait dans la cuisine avec énergie, mais refusait de me regarder dans les yeux. Elle s'approcha du poulet encore emballé à côté de l'évier et je vis que ses mains tremblaient. Elle était nerveuse. À cause de moi? À l'idée de se retrouver en tête-à-tête avec un gamin qui avait tué ses parents. Elle était petite. Je ne l'avais jamais vraiment remarquée. Elle mesurait à peine 1,60 m. Je la dominais d'une bonne tête. Et mes mains, comparées aux siennes, étaient énormes. Le genre de mains bien faites pour manier une batte de baseball. Sandra se saisit d'un couteau de boucher. « 2 ou 3 choses à savoir sur le poulet, » dit-elle, toujours sans me regarder. « C'est plus économique d'acheter une volaille entière à rôtir. Ça demande plus de travail parce qu'il faut retirer les abats, mais le prix c'est important. Franck et moi, pendant toute notre première année de mariage, on s'est nourris de poulet en promo et de viande à rôtir presque périmée. Et de riz, bien sûr. Je te montrerai comment préparer un accompagnement de riz et de haricots. Pas cher, facile, et ça te fait un repas complet en moins de 2. Je ne répondis rien. Je la regardais percer le film plastique du poulet avec le couteau. Ses mains tremblaient toujours. Un poulet cru se manipule avec précaution. Il peut contenir des bactéries nocives, donc il est très important de le cuire à cœur. Autre chose, ne jamais poser un poulet cru à même ton évier. Si tu veux le passer sous l'eau, tu le mets dans une passoire et la passoire dans l'évier. Ensuite, tu pourras la désinfecter à l'eau de javel. Sinon, tu risques de contaminer ton évier et quand tu y mettras, disons, des fruits, tu te retrouveras avec des salmonelles dessus. Ne jamais non plus découper un poulet sur une planche en bois. Il te faut une planche en plastique que tu pourras laver à la javel. Ou désinfecter au lave-vaisselle si tu en as un. Mais comme tu le vois, 25 ans de mariage et je n'en ai toujours pas. Elle sourit. D'un air contrit, gêné, je n'aurais pas su dire. Mais sa nervosité était contagieuse. Je ne savais pas quoi faire de mes mains ou regarder. Je n'avais pas envie d'être dans cette cuisine. Sandra était trop petite, trop délicate. J'aurais voulu être avec Franck en forêt à tirer sur une cible. Il m'y avait encore emmené 2 fois. Je commençais à apprécier la carabine. Ça me semblait de plus en plus naturel de l'avoir entre les mains. « Tu devrais te charger de cette étape, » dit Sandra, le couteau pointé sur moi. Je la regardais sans comprendre. « Quoi ?»« Préparer le poulet. Il faut enfoncer la main dans la cage thoracique. Tous les abats sont dans un sac, il faut le sortir. Ensuite, le poulet dans la passoire dans l'évier. Rincer et éponger avec du papier absorbant. » Elle pointait toujours le couteau sur moi. Est-ce qu'elle en avait conscience? Je me posais souvent des questions sur le couple qu'elle formait avec Franck. À côté de lui, elle était réservée, soumise. Franck donnait le là.
Il avait son idée sur ce qu'on devait manger au dîner, sur ce qu'on devait faire le week-end. Sandra suivait le mouvement. Elle lui mitonnait son petit plat préféré, regardait la cible avec fierté quand il lui racontait nos exploits de la journée pour la 150e fois. Je me demandais même si elle avait eu envie d'accueillir un enfant de l'assistance. Peut-être que c'était encore une des grandes idées de Franck. Et qu'une fois de plus, elle s'était laissée faire jusqu'à partager sa maison avec un adolescent perturbé et connu pour son tempérament explosif. Elle n'avait sans doute pas tort d'être nerveuse. Mais si on considère que des mois après mon arrivée, je ne savais toujours pas du tout qui elle était, j'avais peut-être aussi des raisons de l'être. « Franck m'a dit que tu aimes les bibliothèques ?» Je la regardais avec des yeux ronds. Le couteau tremblait dans sa main. « Pardon ?»« Il dit que tu t'intéresses aux bibliothèques. Tu voudrais peut-être devenir bibliothécaire ?»« Je n'en sais rien. » Je finis par tendre la main vers le couteau. Elle tressaillit lorsque mes doigts frôlèrent les siens, mais se reprit rapidement. « Moi aussi, j'aime les bibliothèques, » dit-elle en se décalant sur le côté. Je m'approchai du poulet, examinai la petite cavité et y enfonçai timidement la main gauche. C'était tout visqueux à l'intérieur. Je savais que je faisais la grimace, mais c'était irrépressible. Mes doigts finirent par rencontrer un petit paquet. Je le sortis d'une main hésitante. Burk. Sandra sourit encore, pour de vrai cette fois-ci. Elle avait un joli sourire qui illuminait son visage. Avec ça, on peut préparer un fond de volaille si on veut. Je lui lançai un regard dubitatif. Plutôt une autre fois, convint-elle. Elle me tint le couvercle de la poubelle de cuisine ouvert et j'ai laissé tomber les organes, les abats, ce que vous voulez. Il aime ses études, ton fils? Henry? Il adore sa fac. Il étudie l'informatique. Ils ont un excellent cursus. Quand elle parlait de son fils, le visage de Sandra était encore plus radieux. Ma mère d'accueil était une femme au physique assez quelconque, pas de celles sur lesquelles on se retourne. Mais quand elle était heureuse, qu'elle parlait de son fils, je comprenais ce qui avait retenu l'attention de Franck à l'époque. « C'est un bon étudiant », affirmai-je. « Ça oui, il tient de son père. Dieu sait que ça me passe au-dessus de la tête ce qu'il étudie. Bon, avant de dorer notre poulet, on va, ou plutôt tu vas, l'assaisonner avec des épices. On peut acheter différents mélanges dans le commerce. Le préféré de Franck, c'est sirop d'érable et poivre de Cayenne, donc c'est ce que je prends. » Elle leva le flacon en plastique contenant le mélange. Je compris l'allusion et me lavai les mains dans l'évier. Elle saupoudra le poulet d'épices, et avec une nouvelle grimace, je commençai à le frotter. Je n'aimais pas la sensation du poulet cru sous mes doigts, la peau grenue, les endroits où il restait du sang frais. Je n'étais pas trop à l'aise avec les choses mortes. Sauf bien sûr quand j'étais fou de rage. Peut-être qu'en secret j'étais l'incroyable Hulk, parfaitement courtois jusqu'à ce qu'on me fasse sortir de mes gonds. Je me suis souvenu du cri de ma petite sœur. Je me souviendrai toujours du cri de Charla. « Ça va aller le poulet », dit Sandra. Je baissai les yeux. J'avais frotté si fort que la peau s'était en partie arrachée. « Maintenant on va le dorer. Personnellement, j'ai une préférence pour les sauteuses en fonte. On pourra peut-être t'en trouver une dans un vide-grenier. Il t'en faut une vieille, imbibée d'années, voire de décennies de sauce. Ne jamais laver une sauteuse en fonte. Tout l'intérêt, c'est de la laisser absorber les huiles. Alors quand tu auras fini la cuisson, tu pourras gratter les résidus avec une spatule en plastique et ensuite la nettoyer à l'aide d'un torchon humide. Oh, et il faut que ta sauteuse soit déjà chaude. C'est le secret. 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive et ensuite tu allumes le gaz, feu moyen. Tu peux vérifier la température en faisant tomber quelques gouttes d'eau dans le fond. Si elle grésille, c'est bon. Pourquoi tu fais ça? Sandra s'arrêta, une main mouillée au-dessus de la poêle. Des gouttes tombèrent. Grésillèrent. Pourquoi je fais quoi? Ça. M'apprendre à cuisiner, m'offrir un foyer, tout ça. Tu as déjà un fils parfait à l'université. Alors quoi? Maintenant tu recueilles les rebuts de la société? Sur le coup, Sandra ne dit rien. Elle prit le poulet épicé sur la planche à découper en plastique et le posa dans la sauteuse, d'où montèrent aussitôt des craquements et des crépitements. « Je le dors toujours poitrine en bas », murmura-t-elle. Pareil pour la cuisson au four. Ça permet au sucre de descendre dans les blancs pour éviter qu'il dessèche.
Et dans un deuxième temps, tu le retournes pour finir de brunir le dessous. Tiens, retourne-le. Elle se décala en me tendant une pince métallique. Dans la poêle, le poulet crachait à tout va. Je reçus des projections d'huile bouillante sur la main. Je ne sciais pas. Je me sentais morne, détachée. J'avais posé la grande question et, dans son absence de réponse, j'avais trouvé exactement ce à quoi je m'attendais. Sandra ne voulait pas de moi. Elle faisait cela pour faire plaisir à Franck. J'aurais aussi bien pu être un de ses plats préférés, offert à son approbation. « Je sais ce que c'est que d'être seule », dit-elle d'un seul coup. Je retournai le poulet, lui jetai un regard du coin de l'œil. Mon père, ce n'était pas quelqu'un de gentil. Et je ne dis pas ça comme on peut dire « mon père ne m'aimait pas ». Je parle de ses activités professionnelles. Il était au service de mauvaises personnes qui faisaient de mauvaises choses. Ça lui plaisait. Tellement qu'il a gravi les échelons. Il a acheté une plus grande maison, des voitures plus luxueuses. En contrepartie, ça voulait dire qu'il devait commettre des crimes de plus en plus graves pour que l'argent continue à rentrer. Un homme comme ça, en permanence dans un climat de violence, il ne la laissait pas à la porte quand il rentrait à la maison. Peut-être que je comprends mieux que tu ne le penses ce que tu as pu vivre dans ton enfance, Telly. Et peut-être même qu'on se ressemble davantage que tu ne le crois. Je ne dis rien. Elle marquait un point. Jusque-là, je ne pensais pas qu'une femme comme elle pouvait comprendre quoi que ce soit à ma vie. Ça aurait été la journée des surprises pour nous deux. Quand j'avais 16 ans, continua-t-elle, je suis partie de chez moi. Je me disais que je serais forcément mieux ailleurs. Elle me regarda. Je n'avais pas tout à fait raison, mais pas tout à fait tort non plus. Pendant un certain temps, j'ai été à la dérive. S'il y avait une mauvaise décision à prendre, je la prenais. S'il y avait un guêpier dans lequel me fourrer, je le trouvais. Mais ensuite, j'ai rencontré Franck. Lui, il m'a aimé. Il m'a accepté. Même les histoires soigneusement choisies que je lui racontais sur mon père, pas nombreuses, note bien, mais certains détails, il les acceptait. Pour la première fois, je me suis vue dans le regard d'un homme bien. Et ça m'a donné de l'espoir. Le poulet commençait à noircir. Sans être spécialiste, j'en déduisis qu'il fallait couper le feu. Sandra alla chercher le plat à rôtir, le posa sur le plan de travail à côté de la cuisinière. J'ai transféré le poulet, blanc vers le bas, conformément aux instructions. Le four était préchauffé. Elle ouvrit la porte. J'enfournai. Mon père est un sale type, conclut-elle posément. Je ne lui parle plus. Depuis que j'ai quitté la maison, j'ai coupé les ponts, tiré un trait sur le passé. Il t'a laissé partir? Ça m'étonnait parce que j'aurais pensé qu'un type aussi mauvais n'accepterait pas que sa fille le plaque comme ça. Disons que j'ai fait en sorte qu'il y voie son intérêt. D'accord, répondis-je après un temps puisque manifestement elle n'avait pas l'intention d'entrer dans les détails. Ce que je veux te dire, ajouta-t-elle, c'est que mon père est l'exception, pas la règle. On peut commettre de mauvaises actions et rester quelqu'un de bien. Sandra s'essuya les mains dans un torchon et me le tendit. J'ai tué mes parents. J'ai détruit du matériel scolaire. J'ai un casier judiciaire. Je trouve que ça fait beaucoup de mauvaises actions pour quelqu'un de bien. Mais tu regrettes tes gestes. Tu éprouves des remords. Tu t'efforces de t'améliorer. Je ne savais pas quoi dire. C'était vrai que je regrettais. J'essayais de suivre certaines recommandations de ma conseillère de probation. Seulement, ça ne m'empêchait pas de me bagarrer, de perdre mon calme. S'il y a du bon en moi, pourquoi j'ai l'impression que c'est toujours le mauvais qui l'emporte? Tu as peut-être seulement besoin qu'on te donne ta chance. Et vous allez me sauver, Franck et toi? Sandra me considéra avec gravité. On veut bien donner un coup de main, mais c'est toi qui vas devoir te sauver. C'est comme ça dans la vraie vie, Telly. Est-ce que vous allez me mettre dehors? Il fallait que je pose cette question qui me rongeait depuis des mois. Quand j'aurai 18 ans, ce sera fini. Plus de leçons. On pousse l'oisillon hors du nid en espérant qu'il saura voler. Tu as peur? Non. Ce n'est pas grave. L'avenir peut être effrayant. La solitude est effrayante. La solitude ne me dérange pas.
C'est bien d'être seul. C'est plus sûr pour tout le monde. Frank a retrouvé ta sœur. Quoi? Il a fait des recherches, il a localisé sa famille d'accueil. Tu n'es pas seule, Telly. Tu as une famille. Moi, Frank et ta sœur. Est-ce que Charla est au courant? Est-ce qu'il lui a parlé de moi? Demandai-je. J'avais durci le ton. Involontairement, mais quand même. Sandra fit un petit pas en arrière. Il n'aurait pas fait ça, dit-elle doucement. La prise de contact, c'est une décision qui t'appartient. Je n'ai pas d'avenir. Bien sûr que si, tout le monde, pas moi. J'aime les bibliothèques. À quoi ça ressemble? On dirait une phrase à la con sur un site de rencontre. Je suis en train de me planter au lycée, donc je n'irai jamais dans aucune université. Pas de diplôme d'ingénieur pour moi, rien du tout. Je vais avoir 18 ans et je vais me retrouver chez Loser & Co. Peut-être que je vais devenir alcoolique comme ma mère ou toxico comme mon père. Tu ne prends pas de drogue, Telly. On a lu ton dossier. Tu n'y touches pas, sans doute à cause de ce que tu as vécu auprès de tes parents. Tu ne sais rien de moi. J'en sais suffisamment. Non, tu... Elle sortit de la pièce, pivota sur un pied et quitta la cuisine à grandes enjambées. Je la suivis du regard, les poings toujours serrés, encore plus désorientés. Et en colère. Tellement, tellement en colère. Contre tout le monde, la terre entière. Parce que j'avais raté, tout foiré. Et qu'après toutes ces années, j'entendais encore le cri de ma sœur. Frank et Sandra avaient beau dire, je ne savais pas où aller avec un tel bagage. Je ne voyais pas cet avenir que tout le monde me prédisait avec assurance. Je ne voyais que le passé. Ouvrir des boîtes de spaghettis froids pour le dîner. Prier pour que ma mère ne soit pas trop en vrac ou mon père trop violent. Espérer que Charla, au moins, aille bien. Jusqu'au soir où c'est moi qui lui ai fait du mal. Il y a des choses que tous les Cheerios du monde ne peuvent pas racheter. Demandez à Bruce Banner. Sandra était de retour, avec une batte de baseball. J'ouvris de grands yeux. Elle me mit la batte entre les mains. Voilà. Tu es méchant? C'est ce que tu crois? Alors vas-y. Regarde-moi dans les yeux et frappe-moi un grand coup. Frank n'est pas là. Il ne peut pas me protéger. Il n'y a que toi et moi. Vas-y. Quoi? J'ai des bijoux. Pas beaucoup. Mon alliance, évidemment, un collier offert par Frank pour nos 10 ans de mariage. Oh, et il y a un peu d'argent liquide dans le freezer. Cherche le paquet emballé dans du papier aluminium sous les petits pois surgelés. Quand tu m'auras battu à mort, tu pourras t'emparer de mes bijoux, de l'argent et des armes, bien sûr. Tu pourras en tirer un bon prix. Est-ce que Frank t'a donné la combinaison du coffre? Moi, je vais le faire. Elle me donna les numéros. La batte entre les mains, je la regardais avec des yeux ronds. Allez, qu'est-ce que tu attends? Au boulot? Je ne bronchais pas. Tu n'es pas encore assez en colère, c'est ça? Il faut que tu sois furieux? Parce que je peux t'aider. Ce ne sont pas les raisons qui manquent. Un père qui ne t'aimait pas? Une mère qui ne te protégeait pas? Devoir être l'homme de la maison alors que tu avais quoi, 5 ans? Devoir te lever tous les matins, t'habiller, te nourrir. Et puis il y a eu ta sœur. Elle a dû t'énerver, elle aussi. Toujours à pleurer, à crier, à geindre. Elle ne voyait pas que tu faisais de ton mieux? Elle ne se rendait pas compte qu'elle avait 10 fois plus de chance que toi? Après tout, personne ne s'occupait jamais de toi. Personne ne t'emmenait à la bibliothèque, ne te donnait ton petit déjeuner, ne lavait tes vêtements préférés. Je l'aimais. C'était une pleurnicheuse. Elle n'avait aucune idée du mal que tu te donnais, de la gravité de la situation. Ce fardeau reposait sur tes épaules. À 5, 6, 7 ans, tu étais déjà complètement seule au monde. Elle me souriait. Déjà bébé, elle me regardait et elle souriait. Tu étais seule, responsable de tout. Et tu avais peur, tout le temps. Qu'allait encore inventer ton père? À quel point allait-il te faire souffrir? Je ne pouvais plus parler, plus dire un mot. Le monde n'est pas ton ami. Il ne t'a rien donné, il t'a tout pris. Même ta sœur. Après tout ce que tu avais fait pour elle, où est-elle aujourd'hui? Je lui ai cassé le bras. Tu lui as sauvé la vie. Et elle n'est même pas venue te voir à l'hôpital. Pas un coup de fil, pas un merci, pas un « Salut grand frère, comment ça va ?» Comment on peut traiter son frère comme ça? Elle est la seule famille qu'il te reste et voilà comment tu es récompensé. Mes mains tremblaient sur la batte. D'un seul coup, j'étais en colère.
hors de moi. Parce que c'était vrai que ma petite sœur me manquait. J'avais fait de mon mieux, mais après le drame, c'était comme si je n'avais jamais existé. Elle était partie et rideau. Depuis toutes ces années, pas un regard en arrière. Je l'aimais. Mais cela n'avait pas suffi. « Vas-y », a soufflé Sandra. Elle avait les yeux brillants, presque fiévreux. C'était à peine si je la reconnaissais. « Je suis ta sœur, je suis ta mère. Je suis tous ceux qui t'ont un jour laissé tomber. Alors lève-moi cette batte et qu'on en finisse. » Mais je n'ai rien fait. Impossible. Je suis restée paralysée à regarder Sandra. J'encaissais. Une minute s'est écoulée. Une autre. Il régnait un tel silence dans la cuisine. Un silence de mort. Et là, Sandra a souri. Elle a détendu ses épaules et avec une grande douceur, elle a pris la batte de mes mains tremblantes. Je savais que tu ne le ferais pas. Je sais reconnaître les gens méchants et tu n'en fais pas partie, Telly. Je sais, même si toi tu ne le sais pas, que tu ne nous ferais jamais de mal à Franck et à moi. J'espère simplement que tu le découvriras par toi-même, avant qu'il ne soit trop tard. Chapitre 20. Je suis incapable de penser, incapable d'attendre. Je peux seulement agir. Quincy et Rainey sont de nouveau plongés dans une conversation à bâton rompu, cette fois-ci dans le bureau de Quincy. Je les entends discuter à voix basse, les yeux rivés sur l'ordinateur. « Je sors Luca faire ses besoins », dis-je par-dessus mon épaule. « Je sais, je ne quitte pas le jardin. » Et je respecte la consigne. Je laisse Luca faire ce qu'il a à faire et j'entre dans le garage par la petite porte. Je trouve mon vélo, je le sors et je le dépose à l'abri des regards. Le tout prend moins de 2 minutes et Luca ne m'a pratiquement pas quitté d'une semelle, un grondement sourd dans la gorge. Je le ramène vers la maison en essayant d'oublier que mon cœur bat à tout rompre dans ma poitrine, que mon t-shirt est collé à ma peau et que j'ai à la fois trop froid et trop chaud, comme si j'allais vomir ou peut-être juste exploser. Pas question que je croise Rainey et Quincy en rentrant. Au premier coup d'œil, ils devineront ce que je mijote. Je m'arrête devant la porte. Et je prends mon chien dans mes bras, je le serre fort comme je n'ai jamais serré personne. Je ne pleure pas parce que j'ai la gorge nouée et que certaines émotions... Pleurer serait trop simple et n'en dirait pas assez à Luca sur ce que j'éprouve réellement. Ensuite, je retrouve mon sang-froid. Je suis une pro, me rappelais-je. Après tout ce que j'ai perdu ou laissé derrière moi. S'il y a bien une fille qui peut le faire, c'est moi. Je me redresse, scrute les alentours. J'essaie de sentir un regard sur moi, la présence de mon frère. Si on était dans un film, je pourrais me servir du pouvoir de la force ou je ne sais quoi. Mais je ne sens rien. L'air est tout simplement trop chaud, trop immobile. Luca ne daigne même pas regarder vers les bois. Je comprends le message et je fais rentrer mon chien dans la fraîcheur merveilleuse de la maison. Une fois dans la cuisine, je me sers un verre de citronnade en faisant un maximum de bruit, pour que personne ne s'inquiète. J'ai appris à connaître Quincy et Rainey. Ils peuvent être plongés dans un livre, absorbés dans leurs pensées devant la télé, perdus dans le regard l'un de l'autre. Mais si vous avez ne serait-ce que l'idée de faire une bêtise, ils le sauront tous les deux. Des profileurs. Pas étonnant que les services sociaux m'aient envoyé ici. Donc, aucune mauvaise pensée. De l'eau fraîche pour Luca plutôt. Une grande gamelle, avec des glaçons. Son délice. S'hydrater est très important par temps de canicule. Je termine ma citronnade, bourre mes poches de barres énergétiques d'un côté, d'amandes de l'autre. Une chance qu'on n'est jamais très faim quand il fait aussi chaud parce que je ne peux pas me charger outre mesure. Après la citronnade, j'avale un grand verre d'eau. J'ai l'estomac plein de liquide, ça clapote, mais je sais que je m'en féliciterai plus tard. Ensuite, je prends une pomme pour moi, un os à ronger pour Luca, et je repars vers ma chambre. Juste une ado qui prend un goûter pour elle et son chien. Rainey et Quincy sont toujours devant l'ordinateur. En passant, j'aperçois la photo d'un homme en tenue de camouflage, à terre, son uniforme taché de sang.
Rainy se décale légèrement pour me dissimuler l'écran. « Si vous parlez aussi bas, lançai-je au passage, comment est-ce que je suis censée écouter depuis ma chambre ?» Ils ne répondent pas, mais je les sens pratiquement lever les yeux au ciel en duo derrière moi. Une fois dans ma chambre, je branche mon iPod sur mes haut-parleurs, sélectionne une liste de chansons au hasard et monte le son. J'ai l'habitude de disparaître dans ma tanière, surtout quand il y a un sujet dont je veux éviter de parler. Ils vont me laisser tranquille un moment, vu qu'eux-mêmes ont des questions interdites aux moins de 18 ans à étudier. Scène de crime, projet de voyage. Mais tôt ou tard, Rainy viendra frapper à la porte. Elle n'aime pas que je m'enferme trop longtemps. Et puis, il y a la question de notre vol de nuit, l'opération « Il faut sauver notre fille adoptive ». Je ne peux pas me permettre d'attendre, ni de réfléchir. Il faut que je bouge. Goûter dans le sac à dos. Il me reste 2 bouteilles d'eau dans mon sac de piscine. C'est loin d'être suffisant vu que le thermomètre affiche pratiquement 40 degrés, mais je ne pourrais sans doute pas en transporter davantage. Je me faufile à 4 pattes sous mon bureau. Dans une enveloppe scotchée sous le tiroir des crayons se trouve ma réserve d'argent secrète. Les enfants placés font ce genre de choses. On amasse, on planque. C'est plus fort que nous. Je me demande ce que mon frère a pu accumuler jusqu'au jour où il a basculé. Il m'a prise en photo. Il m'a repérée, suivie, sans rien dire. Il a juste attendu 5 jours et laissé exploser sa colère à la face du monde. Est-ce que je connais ce garçon, au juste? Au bout de 8 ans, est-ce qu'il a repensé à nos petits déjeuners de céréales et à nous virer en bibliothèque quand il m'a vue? Ou est-ce qu'il s'est seulement souvenu de la dernière nuit? De notre père qui nous courait après, le visage écarlate, les yeux exorbités, un couteau ruisselant de sang à la main? Du moment où je lui avais tendu la batte. De celui où nous avions tous les deux regardé notre mère qui par terre gémissait, reprenait conscience. Et je me mets au défi un bref instant de regarder en face l'idée qui me fait le plus peur. Celle que tout est ma faute. Si mon frère est un monstre, c'est moi qui l'ai poussé dans cette voie. L'argent, 242 $. Je le répartis en plusieurs tas. Une partie dans le sac à dos, une partie dans les poches de mon short, une partie dans la chaussette gauche. On ne sait jamais. Et puis voilà, l'heure est venue. Je suis plus prête que je ne le serai jamais à mettre en œuvre le plan le plus débile de toute l'histoire de l'humanité. Luca me surveille, comme depuis toujours. Mon chien. Il va venir avec moi parce que je ne pourrai jamais le laisser sans qu'il donne l'alerte. Ce qui fait de lui le plus courageux, le plus loyal, le meilleur de tous les chiens du monde entier. Et de moi, j'ai de nouveau la gorge nouée. Mais je ne le prends pas dans mes bras. Impossible. Sinon je vais m'effondrer. Je l'aime, plus que je n'ai jamais aimé quiconque. Mais à l'heure qu'il est, c'est toute ma famille qui est en danger. Mieux vaut réduire le nombre de victimes potentielles, c'est logique. Et si Luca et moi partons, au moins Rainy et Quincy ne seront plus des cibles. Il n'y aura plus que 2 joueurs sur le terrain. On va trouver Telly, Luca et moi. Je ne sais pas pourquoi je pense que c'est tellement important, mais c'est comme ça. Telly n'est pas seulement le grand frère qui m'a autrefois sauvé la vie, autrefois cassé le bras. C'est celui qui a voulu me retrouver. Et même si je comprends que mes profileurs de parents veuillent m'emmener voir ailleurs, en réalité je ne marche pas. Parce que c'est quoi l'idée? Quand on aura enfin abattu Telly, j'aurai la permission de rentrer chez moi? Combien de personnes seront mortes? Combien de questions sans réponse se seront accumulées dans ma tête? C'est hors de question. Il faut que je le voie. Il faut que je sache. Est-ce que mon frère est devenu mon père? Est-ce que ce sera mon tour après? Une dernière réunion de famille. Je vais perdre quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Je sais seulement que je vais souffrir. La fenêtre de ma chambre donne sur l'avant de la maison. Grâce aux soucis de sécurité de Quincy, il n'y a pas le moindre arbuste décoratif le long de la façade. Car figurez-vous que ces jolies plantes représentent autant de possibilités de cachette pour un intrus mal intentionné. On ne trouve donc aux abords de la maison que des massifs de fougères basses et de fleurs sauvages. La nuit, l'alarme se déclenche dès qu'on ouvre une fenêtre ou une porte.
Sans parler des projecteurs à détecteur de mouvement qui s'allument plein phare pour crucifier tout kidnappeur qui essaierait de s'introduire dans la maison, ou pourquoi pas une adolescente idiote qui voudrait faire le mur. Mais à 3 heures de l'après-midi par une chaude journée du mois d'août, ces projecteurs ne sont pas d'une grande efficacité au moment où j'ouvre sans bruit ma fenêtre à guillotine. « Rustig » dis-je à Luca. Ça veut dire silence en néerlandais. Il est déjà aux aguets, les oreilles en avant, la queue en l'air. Un chien policier à la retraite qui reprendrait du service. Il faut que je déplace ma lampe de chevet pour que nous ayons la place de sortir par la fenêtre. C'est l'étape la plus difficile et je sens que je suis reprise d'un tremblement, le visage ruisselant littéralement de sueur. Rainy et Quincy pourraient à tout moment conclure leur conversation, ou avoir des questions à me poser concernant notre destination, ou en avoir assez de ce vacarme infernal que j'appelle musique. Ce sont les mots de Quincy, pas les miens. Jamais je ne vais réussir mon coup. Ils vont me surprendre en train d'enjamber la fenêtre, ou d'enfourcher mon vélo, ou même un quart d'heure après. Sérieusement, comment une gamine de 13 ans et son chien pourraient-ils réellement échapper à 2 policiers hors pair? Ce projet est idiot. Je suis une idiote. La lampe est posée par terre. J'attrape d'abord Luca et je lui donne une bonne poussée. Ses griffes peinent à accrocher sur la table de chevet. Nous allons forcément laisser des milliards d'indices derrière nous, mais cela n'a aucune importance. Luca saute tout seul par la fenêtre. Je laisse ensuite tomber mon sac à dos qui écrase une fougère. Gagné, encore une trace de notre évasion. À mon tour de passer par la fenêtre. Je fais ça avec beaucoup moins de grâce que Luca. C'est bien moi, ça. Tout en coude pointu et en genoux saillants. Les yeux tellement embués que je n'y vois plus rien. Me voilà de l'autre côté. D'ici, je ne peux plus atteindre la lampe pour la reposer sur la table de chevet. Quelle importance. Est-ce qu'il faudra vraiment plus de 2 secondes à Quincy et Rainy pour comprendre ce qu'a fait leur impulsif de fille? Quincy pincera les lèvres. Quant à Rainy, je refuse d'imaginer sa réaction. Il faut bouger. Enfiler mon sac à dos, trottiner, Luca sur mes talons. Arrivé près du garage, j'enfourche mon vélo. Les bois derrière la maison sont sillonnés de coulées de serre très fréquentées. Luca et moi les empruntons tout le temps. Même quand je suis à vélo, Luca me suit toujours sans problème. Je pars vers la gauche, en ligne droite depuis la maison. Descendre l'allée de gravier serait trop voyant, alors nous allons couper à travers bois, ressortir un peu plus bas. Prendre à gauche sur la route, filer en roue libre vers la grande route, et ensuite... La route, la forêt, ce sera du pareil au même. À la seconde où ils s'apercevront de ma disparition, Rainy et Quincy se mettront en chasse. Et ce ne sera plus qu'une question de temps avant qu'ils me retrouvent. Au mieux, j'ai 1 heure. Au pire, une demi-heure. Pour retrouver un frère assassin dont je me souviens à peine. « Rennen !» dis-je à Luca. C'est parti. Lorsque nous émergeons de la forêt, je prends à gauche sur la petite route secondaire et je descends en roue libre. D'après mes parents, c'est à une 20aine de kilomètres au nord d'ici que Telly a été vu pour la dernière fois. Mais comme il a piqué un quad, j'imagine qu'à l'heure qu'il est, il se trouve partout sauf là-bas. Quelle direction prendre? Je pourrais faire un tour du côté de la maison de sa famille d'accueil, mais vu qu'il les a assassinés, il y a peu de chances qu'il y retourne. Et chez nos parents à nous? Aucune idée de l'endroit où nous vivions. Je n'étais qu'une gamine. J'ai un vague souvenir de l'intérieur, une image de la cuisine, de ma chambre. Mais l'adresse, c'est le trou noir. Et pourquoi Telly irait-il là-bas? Nos parents ne s'y trouvent plus puisque, tiens, eux aussi, il les a tués. Mais dans quoi est-ce que je me suis embarquée? Je n'ai pas menti à Rainy tout à l'heure. Je n'ai eu aucun contact avec mon frère. Je ne connais pas son numéro de téléphone. Il n'y a pas de 06 grand frère pour le joindre d'un coup de baguette magique et lui dire « Il faut qu'on se parle ». En plus, j'ai éteint mon portable. Ce sera la première chose dont mes parents se serviront pour me localiser. J'essaye de respirer à fond, de pédaler bien régulièrement pour que Luca puisse tenir le rythme, et j'essaye un instant de raisonner comme mes parents profileurs. Le temps manque, mais c'est toujours comme ça quand ils sont sur une affaire. Il faut réagir vite, retrouver le fugitif. Il parle de ces sujets au dîner. Alors que ferait-il en premier? Aller voir les adresses connues. Quincy et Rainy commenceraient par répertorier les lieux habituellement fréquentés par le fugitif. Mais j'ai déjà fait le tour de cette liste et ça ne m'a mené nulle part. Étape suivante. Identifier ses amis et sa famille. Bonne question.
Je ne connais aucun des amis de Telly et, à part moi, il a tué toute sa famille. J'arrive au carrefour où la route secondaire rejoint la grande route qui conduit à la ville. Luca s'arrête à côté de moi, langue pendante. Je prends un instant pour le regarder. Jusque-là, mon chien semble heureux de cette séance de sport impromptue. Il faudra bientôt faire une pause, nous donner de l'eau à tous les deux. Mais pour l'instant, faute de projet précis, nous tournons vers la ville. Juste une ado et son chien qui font une balade à vélo dans la chaleur accablante du mois d'août. J'essaie de me remémorer des détails de mon enfance susceptibles de m'aider à retrouver mon frère. Dans mon esprit, il n'y avait toujours que Telly et moi. C'était Telly qui me donnait mon petit déjeuner, qui m'habillait, qui m'accompagnait jusqu'à l'arrêt du bus scolaire, et qui m'emmenait à la bibliothèque après l'école. Je lui tenais la main, ça je m'en souviens, ma main dans la poignée solide de mon grand frère. Un instant je flanche, mon vélo 10 vitesses titube. Pourquoi ne l'ai-je jamais revu ou appelé après le drame? Parce qu'il m'avait blessé? Parce qu'il m'avait démoli le bras? J'étais terrifiée. J'ai crié, j'ai hurlé. Mais après, la dame des services sociaux est venue dans ma chambre d'hôpital. J'étais dans tous mes états. Telly me déteste, je lui ai dit. Je sais que sur le moment, avec cette douleur toute fraîche à l'épaule, c'était ce que je ressentais. Et puis... C'est le fin mot de l'histoire, évidemment. Cette chose dont nous n'avons jamais parlé. C'est sans doute vrai que mon frère me déteste. Comment lui en vouloir? Alors, quand je suis arrivée dans ma première famille d'accueil et que Telly n'y était pas, j'ai accepté cela comme une punition. Mon frère avait coupé les ponts avec moi. Jamais il ne m'était venu à l'esprit que lui pouvait penser l'inverse, que je l'avais rejeté. J'ai les yeux qui pleurent. Même le visage dégoulinant de sueur, je reconnais le goût salé des larmes. Je serre les dents, continue à pédaler. Le lieu de travail. Les fugitifs retournent parfois chez leur employeur, souvent pour voler des objets utiles qu'ils savent pouvoir trouver là-bas. Mais si Telly avait un travail, personne ne m'en a informé. Cela laisse les lieux de prédilection. Disons le bar ou le parc du quartier. Luca et moi avons un arbre préféré dans le bois derrière chez moi. Un vieil arbre au tronc épais, l'écorce couverte de tant de sortes de mousse qu'on dirait un tapis vivant. Il nous arrive de rester des heures assis au pied, juste pour trouver de nouveaux motifs dans la mousse en respirant un air moite à l'odeur d'humus. Je me sens toujours mieux après ça. Je connais un des lieux de prédilection de Telly. Il a toujours aimé les bibliothèques. Lui et moi après l'école. Une bibliothécaire. Je me souviens vaguement d'elle. Pas tant les traits de son visage que l'acidité du jus de pomme sur ma langue. La bibliothèque de Bakersville ne se trouve qu'à 8 kilomètres d'ici. Une distance raisonnable pour Luca et pour moi sur mon vélo. C'est aussi là-bas que Telly m'a repéré et qu'il a pris ses photos la semaine dernière. Ce qui veut dire qu'il y a déjà été et qu'il sait que j'y vais aussi. Un lieu tout indiqué donc pour des retrouvailles entre frères et sœurs. Sauf que le bâtiment est aussi en plein centre-ville. Les feux de circulation sont équipés de caméras, je le sais. Et les 3/4 des policiers de l'État sont en train de patrouiller. Je ne pourrai jamais aller jusqu'à la bibliothèque sans me faire repérer, surtout avec Luca à mes côtés. Et comment Telly saurait-il qu'il peut me retrouver là-bas? Il ignore totalement que je suis moi aussi en fuite. Il est sur ses rails, moi sur les miens, et dans une région aux espaces sauvages aussi étendus. Je m'agite, mais je n'ai en réalité aucun moyen de trouver ma cible, ni de la laisser me trouver. Je suis vraiment partie sans idée ni plan établi. J'ai surtout rendu Rainey et Quincy foudrage contre moi. Je devrais faire demi-tour, tout de suite. Je pourrais prétendre que j'avais juste besoin de me dégourdir les jambes, que je me suis laissé déborder par la gravité de la situation. Est-ce qu'ils me croiront? Bien sûr que non. Mais si je rentre de mon propre chef, comment pourront-ils me contredire? Le problème, c'est que je suis incapable de rentrer. Je devrais. Je me conduis comme une tête brûlée, déraisonnable et impulsive. Tous ces défauts dont je suis censée me corriger. Mais c'est peut-être précisément le sujet. Tous ces défauts, Telly les a aussi. C'est pour cela qu'il faut que je le retrouve. Parce qu'au fond, ce n'est pas Telly le tueur que je cherche. C'est Telly mon frère. La seule famille qui me reste.
Si je pouvais seulement lui parler. Je pourrais le faire changer d'avis, obtenir son repentir, le sauver. Quel imbécile je fais. Et là, j'ai une illumination. Quand Rainy et Quincy s'apercevront de ma disparition, ils déclencheront un avis de recherche. Peut-être même une alerte enlèvement, même si je ne suis pas certaine qu'on puisse faire ça quand il s'agit a priori d'une fugue. Quoi qu'il en soit, en même temps qu'ils se lanceront à mes trousses, ils contacteront les autorités. Après tout, le comté grouille d'agents, autant profiter de toutes les paires d'yeux disponibles. Et Telly. Si j'étais lui, en fuite, pour chasser, j'aurais une radio. Réglée sur la fréquence des services d'urgence et de sécurité. Donc, quand l'alerte sera donnée, il l'entendra aussi. La nouvelle que sa sœur est officiellement dans la nature. À partir de ce moment-là, je n'aurai plus à localiser Telly. Si j'arrive à rester à l'abri des regards suffisamment longtemps, c'est mon frère, le tueur le plus recherché de tout l'État, qui me trouvera. Chapitre 21. Elle a disparu. Sur le seuil du bureau, Rainy regardait Quincy, toujours penché sur son ordinateur. Luca? Elle lui lança un regard appuyé. Jamais Charla ne serait allée nulle part sans son chien, et ils le savaient tous les deux. Quincy s'écarta de son ordinateur, en pilote automatique. Pas seulement parce que c'était un ancien du FBI, mais aussi parce que ce n'était pas la première fois que Charla leur faussait compagnie. Rainy se chargea de la maison, Quincy du jardin. Ils se retrouvèrent de part et d'autre de la fenêtre de sa chambre, ouverte. Elle a déplacé la lampe pour ouvrir de l'intérieur, dit Rainy. Quincy hocha la tête. Rainy vit qu'il s'y attendait. Personne n'aurait pu s'introduire chez eux et enlever leur fille sans que Luca donne l'alerte. Ni d'ailleurs sans que Charla se débatte comme une tigresse. Toutefois, l'idée que la menace pouvait venir de son frère inquiétait Rainy. Et si Telly s'était tenu à la place de Quincy, qu'il avait discrètement frappé au carreau? Luca se serait mis à grogner, mais si Charla lui avait ordonné de se taire, il aurait obéi. Et si elle en avait décidé ainsi, il l'aurait suivi dehors dans le sillage de son frère. Rainy lut sur le visage de Quincy qu'il partageait son inquiétude. « Les fougères ont été piétinées, » indiqua-t-il, « mais je serais incapable de te dire par combien de personnes. » Il recula d'un pas, mais les fougères laissaient place à l'allée de gravier, encore plus difficile à lire. « Son sac à dos a disparu, » lança Rainy en s'éloignant de la fenêtre pour reprendre son examen de la chambre. « L'enveloppe scotchée sous le tiroir du bureau ?» Elle vérifia. « L'argent aussi a disparu. » Oui, ils fouillaient encore la chambre de leur fille, violaient son intimité quand elle n'était pas là. Au début, Rainy en avait été troublée. Accueillir enfin une enfant et la traiter comme une criminelle. Mais c'était le passé de Charla qui voulait ça. Et l'assistante sociale avait été très stricte sur ce point. Leur confiance, Charla devait la mériter. Toute autre attitude aurait été naïve de leur part. Même s'il s'était bien passé 9 mois depuis la dernière fois qu'ils avaient surpris Charla en flagrant délit de mensonge, Rainy savait que leur fille restait cachottière. À vrai dire, ils avaient tous les trois ce trait de caractère en commun. « Autre chose qu'elle aurait emporté ?» demanda Quincy à Rainy. « Je regarde. Et son vélo ?» Rainy consacra encore 5 minutes à la chambre de Charla, puis inspecta la cuisine. Elle descendait les marches du perron au petit trot lorsque Quincy ressortit du garage. « Elle a pris son vélo », confirma-t-il. Rainy ajouta « et des barres protéinées et autres goûters dans le cellier. » Ils prirent tous deux une grande aspiration. « Elle est partie à sa recherche, n'est-ce pas ?» Ce fut Rainy qui le dit la première, qui posa des mots sur leurs craintes. « Si on avait un grand frère sur le sentier de la guerre, on en ferait autant. » Comment on a pu se retrouver avec une fille adoptive qui nous ressemble à ce point? Quincy lui lança un regard. « Ça doit être une punition, c'est sûr. » Rainy eut un instant de découragement. Elle aurait voulu se sentir solide, aux commandes. Mais rien ne l'avait préparée à cette impuissance absolue que ressentent parfois les parents. Aimer une enfant à ce point,
et pourtant ne pas pouvoir la protéger de ses erreurs. Elle s'imagine qu'elle est en train de nous sauver, murmura Rainy. Au cas où son frère viendrait ici, elle ne veut pas qu'il nous arrive malheur. On va localiser son téléphone. Elle n'est pas idiote, elle l'aura éteint, et elle aura retiré la batterie. Dans ce cas, elle ne pourra pas le joindre. Je ne sais pas si elle le peut de toute façon. Je ne crois pas qu'elle m'ait menti, Quincy. Je ne pense pas qu'elle ait parlé ou même pensé à son frère depuis des années. Et pourtant, regarde ce qui arrive. Et pourtant, même si elle ne pensait pas à lui pensait à elle, reprit Quincy après un moment. D'où les photos. Peut-être qu'elle n'aura pas besoin de le chercher. S'il la surveillait, il va la trouver. Mais qu'est-ce qu'il veut, Quincy? Je n'en ai aucune idée. Et peut-être que ça n'a plus d'importance. Il laisse parler sa colère. Sa relation avec sa sœur, c'est juste un échec de plus dans sa vie. Rainy ne dit rien. Telly ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même s'il avait cassé le bras de sa sœur cette nuit-là. Charla n'était qu'une petite fille. À quoi s'attendait-il après cela? À être accueillie à bras ouverts? Mais en tant que policière, Rainy savait aussi que son opinion n'entrait pas en ligne de compte. La seule chose qui importait, c'était ce que croyait Telly, l'homme qui tenait le pistolet. « J'appelle le shérif », dit Rainy. « Je lui demande de lancer un avis de recherche. Une gamine de 13 ans à vélo avec son berger allemand, ils n'iront pas loin. À ce propos, je sors la voiture. » Rainy suggéra qu'ils se séparent pour couvrir plus de terrain, mais Quincy ne voulut rien entendre. Mener une recherche tout en conduisant une voiture, mais aussi en courant le risque de se retrouver seul face à un tueur forcené, les règles de prudence élémentaires continuaient à s'appliquer. D'ailleurs, ils en savaient plus qu'ils ne le pensaient. Si Charla cherchait Telly, elle avait dû partir vers le dernier endroit où il avait été vu, donc vers le nord. Quincy prit le volant, Rainy à côté de lui, les yeux rivés sur le pare-brise. « On l'aurait entendu si elle était descendue par l'allée », dit Rainy pendant que Quincy roulait vers la sortie de la propriété. Elle a dû prendre les sentiers du fond du jardin. C'est mieux pour les pattes de Luca. L'asphalte doit être brûlant. Et elle sait qu'on va se lancer à sa poursuite, donc elle va éviter les grands axes. Quincy prit à gauche au bout de l'allée, descendit la colline en direction de la ville. « Est-ce qu'on aurait dû lui parler davantage ?» se demanda Rainy en fouillant l'horizon à la recherche de leur enfant. Peut-être que si on l'avait davantage associé à l'enquête... Allons donc, il aurait fallu lui montrer les photos de scènes de crime, rétorqua Quincy d'un air pince sans rire. Voilà à quoi ils étaient occupés. Analyser les photos prises chez les Duval, à la station EZ Gaz, et dans le jardin où l'équipe de recherche avait essuyé des coups de feu. Ils cherchaient des points communs, des éléments à transmettre au shérif pour l'aider à anticiper les prochains agissements de Telly Renache. « Je sais, » dit Rainy avec un gros soupir. « Je sais. » Ils roulèrent en silence, à une vitesse si réduite que 2 voitures les rattrapèrent et franchirent la double ligne jaune pour les dépasser. Ils avaient leur portable sur eux, au cas où Charla se raviserait et déciderait d'appeler, ou bien si l'avis de recherche du shérif Atkins donnait des résultats. Au pied de la colline, Quincy arriva au carrefour. Ils regardèrent des 2 côtés, recommencèrent, puis, partant du principe que Charla cherchait à rejoindre le dernier endroit où son frère avait été vu, mirent le cap au nord. « Elle est partie depuis combien de temps, tu penses ?» demanda Quincy. « Je ne sais pas, une demi-heure. » Elle devina qu'il faisait des calculs dans sa tête. « En théorie, conclut-il, les bergers allemands peuvent courir à plus de 50 km/h. C'est pour ça qu'ils ont les faveurs de la police. Mais Charla va miser sur l'endurance, et puis il va falloir qu'elle s'adapte à la chaleur. Dans ce contexte, j'imagine qu'ils vont aller à 12 ou 15 km/h. Évidemment, en coupant à travers bois, ils ont pris un raccourci. Donc disons qu'elle est maintenant à 8 km au nord de la maison, ce qui voudrait dire... » Rainy quitta le pare-brise des yeux le temps de jeter un regard au compteur. Ils avaient déjà parcouru 5 kilomètres. Elle se redressa sur son siège, les yeux sur la route, cherchant à apercevoir Charla pédalant à tout va, Luca dans sa roue. Malheureusement, rien. À leur droite, un pré s'étirait sur des kilomètres jusqu'au pied des montagnes, où il s'arrêtait de manière abrupte. À leur gauche,
Rainy aperçut une rigole de drainage, de l'herbe haute et encore des pâturages semés de vaches qui broutaient. Elle repéra des bocteaux, de vieilles granges. Autant d'endroits où s'arrêter pour se cacher, se dit-elle. Si Charla s'était déjà arrêtée, si elle avait voulu se cacher. Quincy continuait à rouler. Au bout d'un moment, Rainy lui prit la main. Mais toujours pas la moindre trace de leur fille. Il faut s'en remettre à l'avis de recherche, conclut Quincy 1 heure plus tard. Ils avaient décrit une boucle dans le centre-ville, puis étaient repartis vers le sud, au cas où ils se seraient fourvoyés en pensant qu'elle était allée vers le nord. Il n'en était pas moins bredouille. Elle aura besoin d'eau, d'ombre, de repos pour Luca. Avec tous les agents qui patrouillent dans le secteur, quelqu'un va forcément voir quelque chose. Rainy hocha la tête, tournant comme une lionne en cage dans leur cuisine. Elle fit tomber des glaçons dans des verres. Le simple fait de rouler sous la lumière crue de ce soleil sans pitié leur avait donné soif. « Nous sommes des profileurs, » dit-elle subitement. « Il faut qu'on arrête de s'agiter et qu'on commence à réfléchir. » Ça marche. Quincy accepta le verre d'eau qu'elle lui tendait, l'observa tandis qu'elle prenait une longue goulée du sien. « Un compte à régler, » dit-elle. « C'est de cela qu'il s'agit. Charla et Telly ont un compte à régler. » Quincy était d'accord. Dans le passé, Telly prenait soin de sa petite sœur, dit-il. D'après ce qu'on sait, il s'était attaché à elle, contrairement à leurs parents. Mais ce soir-là, il lui a cassé le bras dans un accès de rage. Charla est partie, il ne l'a plus jamais revue. Je crois qu'on peut raisonnablement penser qu'ils se sentent tous les deux responsables de cette situation, dit Rainy. En fait, je pense que leur point commun est un sentiment de culpabilité. Quincy l'invita du regard à poursuivre. Regarde ce qui se passe dans les cas de maltraitance. Quel est le dénominateur commun entre les enfants? Ils pensent que tout ce qui leur arrive est entièrement leur faute. Alors après le drame d'il y a 8 ans, il est logique que Charla se fasse des reproches, tout comme Telly. Et donc que ni l'un ni l'autre n'en parle. Que tous deux aient accepté d'être séparés. Peut-être que chacun a pensé que c'était sa punition, qu'il l'avait bien méritée. Mais Telly s'était mis à repenser à son passé, rappela Quincy, sous l'influence de Frank Duval. Rainy haussa les épaules. Peut-être qu'il en a eu assez de se sentir coupable. Ou que sa colère est allée grandissant. Il avait fait de son mieux, ce n'était pas sa faute. Quoi qu'il en soit, il a retrouvé Charla. Il l'a photographiée. Et au lieu de prendre l'avion avec moi ce soir, Charla est partie à sa rencontre. Je te fiche mon billet qu'il s'est passé quelque chose que nous ignorons il y a 8 ans. C'est ça qui les fait courir tous les deux. Si on répond à cette question, on pourra peut-être enfin comprendre comment fonctionne Telly. Et l'arrêter une fois pour toutes sur sa lancée meurtrière. Quincy était d'accord. Ça me va. À l'époque, une psychiatre judiciaire a entendu les 2 enfants. Bérénice Dutkowiak. C'est probablement la personne qui en sait le plus sur la mort de leurs parents. Le secrétariat de Tim Egan m'a donné ses coordonnées. Elle doit avoir reçu l'assignation à l'heure qu'il est. Tu veux lui passer un coup de fil? Rainy accepta cette mission tout en se doutant qu'il y avait anguille sous roche. Et toi? Je vais retourner chez les Duval. Il faut qu'on en sache davantage sur cette famille. Tu avais raison tout à l'heure. Les tueurs à la chaîne ont toujours un facteur déclenchant. Nous savons que Telly était soumis à un stress constant, mais qu'est-ce qui a allumé la mèche? Quelque chose me dit que la clé du mystère se trouve entre les murs de cette maison. Je vais me pencher sur l'énigme du passé de Telly. Et moi m'attaquer à celle de son présent. Et ensuite? Quoi qu'il arrive, on ramènera Charla saine et sauve à la maison. Je te le promets, Rainy. Je te le promets. Chapitre 22. Shelley conduisit Cal chez les Duval. Le pisteur ne dit pas grand-chose pendant le trajet, se contentant de regarder le paysage défiler par sa fenêtre. Rien que pour ça, Shelley le trouvait sympathique. Elle non plus n'avait jamais été très douée pour la causette. Elle entra dans le jardin des Duval et eut la surprise de trouver une Toyota gris métallisée devant la maison et un homme seul près de la porte barrée par un ruban de scène de crime. Jeune, la petite vingtaine.
une tenue décontractée, un short multipoche usé, un t-shirt bleu taché de sueur sous une chemise à carreaux verte, des chaussures de randonnée poussiéreuses. Shelley descendit de voiture, main sur le holster, et elle s'apprêtait à lui demander de décliner son identité lorsqu'il prit les devants. « Est-ce que vous seriez le shérif ?» demanda-t-il. « Parce que j'aimerais bien parler au shérif. J'aimerais parler à toute personne capable de m'expliquer... » Sa voix se brisa. « De me dire ce qui s'est passé ici. »« Henry Duval ?» devina Shelley en faisant le tour de sa portière. Il confirma, passa une main tremblante dans ses cheveux très bruns. Après avoir reçu le coup de fil de la police, je ne savais pas très bien où aller. À part ici, vous voyez. La maison. Je suis rentré à la maison. Et là, j'ai vu le ruban. Il ferma les yeux comme encore hébété. Je ne savais pas très bien où aller, répéta-t-il. Shelley comprenait. Elle avait chargé un de ses agents de prévenir le fils Duval, mais ensuite les événements s'étaient précipités et elle n'avait pas eu le temps de reprendre contact avec son agent ou avec Henry Duval. Ni d'ailleurs avec les parents d'Erin Hill et du jeune homme abattu dans la station-service. L'espace d'un instant, le simple nombre de victimes lui donna le vertige, et elle sentit un petit frisson la parcourir. 4 morts, 2 blessés, et il n'était même pas encore 15 heures. Cal Noonan fit le tour de la voiture et vint se poster à ses côtés, comme un encouragement à redresser l'échine et endosser son fardeau. « Toutes mes condoléances », dit-elle au jeune homme. Elle se tourna légèrement vers sa droite. « Je vous présente Cal Noonan, un de nos meilleurs pisteurs. Il nous aide à retrouver l'individu qui a tué vos parents. »« Telly, vous voulez dire ?» Henry se rapprocha et ajouta avec amertume. « La nouvelle lubie de mes parents. Merveilleux. Vous le connaissez ? » ?»« Pas vraiment. Je ne l'ai rencontré que 3 ou 4 fois, aux vacances de Noël, de printemps, vous voyez. J'étais déjà parti à l'université quand mes parents ont décidé de se lancer dans ces histoires de famille d'accueil. » « Est-ce que Telly s'entendait bien avec vos parents ? » ?»« Tout le monde s'entendait avec papa. Et maman n'aurait pas fait de mal à une mouche. » Henry secoua la tête, agité. Il recommença à faire les 100 pas devant la maison. Cal, à côté de Shelley, croisa les bras, toujours sans mot dire. « Pourquoi sont-ils devenus famille d'accueil ?» demanda Shelley. Henry haussa les épaules. Papa s'imaginait toujours qu'il pouvait sauver le monde. Dans son lycée, il enchaînait les heures supplémentaires pour faire du tutorat auprès de tel élève mal dans sa peau ou de tel autre indiscipliné. Le pire, c'est qu'il était doué, dit Henry en relevant la tête. Les gamins l'appréciaient. Les adultes aussi. Tout le monde l'appréciait. Mes parents sont des gens bien. Demandez à qui vous voulez. Ce n'est pas une histoire de famille d'accueil maltraitante qui aurait mené la vie dure à un adolescent isolé. Mes parents y mettaient du cœur. Ils se donnaient du mal. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est entièrement la faute de Telly, pas la leur. Shelley le trouva très véhément sur le sujet, presque trop. « Est-ce que vos parents parlaient de Telly ? C'est très exigeant l'accueil d'un enfant placé. » Ma mère n'avait pas eu une adolescence facile. Elle en parlait peu, mais je sais qu'elle s'était enfuie de chez elle. Seulement à 16 ans, entièrement livrée à elle-même. Elle disait qu'elle ne savait pas ce qu'elle serait devenue si elle n'avait pas rencontré papa. C'était son idée à elle de devenir famille d'accueil. Personnellement, je pense qu'elle ne savait pas comment s'occuper quand j'aurais quitté la maison. Trop de temps libre, trop de pièces vides. Je crois que si elle avait pu choisir, elle aurait eu une 12aine d'enfants. Mais les dieux de la fertilité n'étaient pas avec elle et, pour finir, ils ont déjà eu de la chance de m'avoir. Elle m'appelait son fils miracle. Un petit hoquet. Henry prit une grande inspiration, s'arma de courage pour continuer. Donc, la dernière fois que je suis venue, maman apprenait à Telly comment tenir son ménage, se servir d'un carnet de chèques, faire ses courses, sa lessive. Elle lui a aussi appris à cuisiner un peu. Du poulet à la parmesane. Quand je pense que je ne sais même pas faire le poulet à la parmesane de ma mère. Vos parents préparaient Telly à prendre son indépendance, traduisit Shelley. Henry lui lança un regard entendu. Bah, c'est pas comme s'il allait faire des études. Prends-toi ça dans les dents, gamin, pensa Shelley. Pendant que Henry était élu tous les ans fils de l'année,
Telly avait une étiquette Lubille collée sur le front. Vous disiez que votre mère s'était enfuie de chez elle à 16 ans. Quid de sa famille? Connais pas, dit Henry. Ses parents vivent encore? Elle avait coupé les ponts? Henry haussa les épaules, le regard fuyant. Et du côté de votre père? Essaya Shelley. Ses parents sont morts dans son enfance. Il était fils unique. Des amis intimes, des relations? Maman, je ne sais pas. Elle faisait un peu de bénévolat. Mais est-ce qu'elle aurait eu une meilleure amie, quelqu'un comme ça? Je dirais que c'était mon père, son meilleur ami. Même chose pour lui. La plupart du temps, ils semblaient se suffire l'un à l'autre. Intéressant, songea Shelley. J'ai cru comprendre que vous travailliez à Beaverton, lança-t-elle. J'avais pris quelques jours de congé. J'étais à Astoria, on campait avec des potes. J'espérais passer à la maison avant de rentrer. Faire une surprise à mes parents. Le visage de Henry se crispa. Le choc s'estompant, le chagrin prenait le dessus. La dernière fois que vous avez vu vos parents? Demanda Shelley en notant ses yeux marrons et ses cheveux bruns. Je sais plus. Il y a 1 mois et quelques, pour le 4 juillet. Ma mère vous aurait dit que ça faisait trop longtemps, c'est pour ça que je pensais faire un saut à la fin de mon congé. Henry se frotta les joues. La dernière fois que vous vous êtes parlé? Il y a 2 semaines, au début du mois d'août. Est-ce que vos parents auraient évoqué un sujet en particulier? Une brève hésitation. Henry secoua la tête. Pas de problème avec Telly? Insista Shelley. Encore un temps, puis nouvelle dénégation. Shelley ne dit plus rien, le laissa venir. Je ne peux pas entrer dans la maison. Non, je suis navrée. Les constatations sont encore en cours. Est-ce que vous avez retrouvé Telly? Des pistes? Vous serez informé à la minute où nous saurons quelque chose. Henry resta planté là, les mains dans les poches, le regard sur la porte scellée. Vous allez avoir des questions à poser, non? Des choses que vous aurez besoin de savoir. Est-ce que je peux vous être utile? Il y avait un léger accent de supplication dans sa voix. Si vous pouviez rester en ville dans les prochains jours, cela nous aiderait grandement. Entendu. Je vais trouver un hôtel, un camping ou autre. Je vous donne mon numéro de portable. Shelley enregistra le numéro dans son téléphone professionnel et donna ses propres coordonnées. Henry prit une dernière inspiration tremblante. Et les corps de mes parents? Étant donné les circonstances, le légiste va devoir pratiquer une autopsie complète. Malheureusement, disons que ça se bouscule un peu au portillon en ce moment. La 2e fusillade, j'en ai entendu parler. Mais pourquoi fait-il ça? Dit Henry, laissant brusquement éclater sa colère. Enfin quoi, mes parents essayaient de l'aider, et lui, il les abat comme des chiens, pour aller continuer le massacre ailleurs. Comment c'est possible une chose pareille? Quel genre d'individu? Shelley n'avait pas de réponse. Henry Duval s'interrompit, comme s'il se rendait compte de la futilité de ses questions. Mes parents étaient des gens bien, répéta-t-il. Ils ne méritaient pas ça. Je compatis à votre douleur. Regardez dans le freezer, dit Henry en passant à côté d'eux sur le chemin de sa voiture. Ma mère avait l'habitude de cacher de l'argent dans des sacs de congélation. Sous les petits pois derrière la dinde, par exemple. Son bas de laine en cas de coup dur. Telly devait savoir où regarder pour voler cet argent. Une somme importante? Quelques centaines de dollars, j'imagine. Et les armes, ça va de soi. Mon père en avait 6. 3 pistolets, 3 carabines. Elles doivent être dans l'armoire forte du sous-sol. À moins que... Henry sembla d'un seul coup comprendre ce qu'étaient devenues ses armes. Et laquelle d'entre elles Telly avait dû utiliser pour assassiner ses parents. Je vous contacte dès qu'on a du nouveau, lui assura Shelley d'une voix apaisante. Henry n'ajouta rien. Il monta en voiture, ses mains tremblant visiblement sur le volant. Puis le dernier représentant de la famille Duval s'en alla. Shelley et Cal le regardèrent s'éloigner. Cheveux bruns, yeux bruns, fit-elle remarquer. Chaussures de randonnée, ajouta Cal, comme le 2e client de la station-service décrit par Jack George. Et pas très franc du collier. Henry Duval nous cache quelque chose.
Le fils biologique et l'enfant placé auraient comploté l'assassinat des parents? Demanda Cal avec un scepticisme non dissimulé. Shelley fit la grimace, gratta les cicatrices de son cou. Ce n'est pas qu'il y ait un gros héritage à se partager, convint-elle. Et pourtant... Plus de questions que de réponses. Une habitude dans cette enquête. Elle secoua une dernière fois la tête et fit entrer Cal sur la scène de crime. Avec la chaleur, l'odeur ne s'était pas arrangée, et les mouches étaient de retour. D'où venaient-elles, au juste? Se demanda Shelley. Mais comme la moindre odeur de sang les attirait, les insectes passaient devant eux comme des fusées et s'agglutinaient. Les cadavres des Duval ayant été emportés et les draps mis sous scellés, les mouches devaient se contenter de flaques de sang à moitié sèches à côté du lit, lesquelles étaient manifestement trop petites pour satisfaire la demande. Shelley referma la porte de la grande chambre. Elle avait l'impression d'avoir passé trop de temps à regarder du sang aujourd'hui. Elle allait en rêver cette nuit, si toutefois elle avait la chance d'aller se coucher. Cal se trouvait déjà dans la cuisine. Elle lui avait donné une paire de gants avant d'entrer dans la maison. Il examina l'intérieur du freezer, une main gantée sur la porte, et secoua la tête. Si Sandra avait mis de l'argent de côté pour les mauvais jours, Telly avait fait main basse dessus. Shelley s'était déjà trouvée dans cette cuisine quelques heures plus tôt, en compagnie de Quincy. Elle l'examina une deuxième fois en souhaitant à toute force qu'elle lui en apprenne davantage. Les techniciens de scène de crime avaient procédé à des relevés préliminaires. Elle vit de la poudre à empreintes noires, des trous dans le lino aux endroits où l'on avait découpé des échantillons. Des traces de sang, peut-être. Elle essaya ensuite de regarder la maison avec des yeux neufs. Pas comme un shérif sur les lieux d'un crime abject, mais comme un gamin de 17 ans en quête d'un foyer. La cuisine était propre. Ce fut la première chose qui la frappa. Est-ce qu'un adolescent y accorderait de l'importance? Le modeste séjour était coquet lui aussi. Encore une preuve que Sandra Duval était fière de son intérieur. Le canapé aux formes généreuses avait l'air confortable, et un plaid était disposé avec soin sur le dossier. Est-ce que c'était trop propret? Le genre d'endroit où un grand dadais aurait eu peur de s'attirer des ennuis s'il posait son sac à tel endroit ou ses pieds sur la table basse? À ce propos, Shelley retourna à la penderie dans l'entrée. Les mains gantées, elle ouvrit la porte coulissante pour faire l'inventaire des manteaux. D'abord ceux de monsieur, puis ceux de madame, puis après un petit intervalle, 2 manteaux tout seuls. Un imperméable et une vieille veste de chasse. Ceux de Telly certainement. Elle passa ensuite aux chaussures, au pied de la penderie. Essentiellement des tennis, des bottes en caoutchouc, le genre pratique à enfiler pour sortir rapidement. Là aussi, sous les manteaux de Telly, 2 paires de tennis. La première banale et l'autre d'excellente qualité, à la mode. Peut-être bien ses chaussures du dimanche. Et qu'avait-il aux pieds en ce moment même? Des chaussures de randonnée ou bien, vu la chaleur, des sandales de sport, des Teva par exemple? Shelley votait en faveur de chaussures mal adaptées et susceptibles de le ralentir dans sa fuite, mais craignait qu'il n'ait pas autant de chance. Elle alla retrouver Cal, toujours plongé dans le réfrigérateur. « Pas de sac à dos », dit-elle. Logique, puisque Jack George l'avait vu sur les épaules de Telly. « Un frigo bien rempli », dit Cal. « Plein de bonnes choses. Un ragoût fait maison, des fruits et des légumes frais. Mieux garni que le mien, en tout cas. » Beaucoup de fromage, devina-t-elle, sachant l'emploi qu'il occupait. Même pas. Moi, j'ai du yaourt dans mon réfrigérateur. Ça fait rêver. Bon, revenons-en à l'ambiance, se dit Shelley. Qu'est-ce que ça ferait d'habiter ici? La première impression était celle d'un espace de vie ouvert, pas tout jeune, mais bien entretenu. Agrémenté par une quantité de touches personnelles. Sur la cheminée, des photos du bal de fin d'année de Henry, de sa remise de diplôme. Une jolie gravure représentant des fleurs, très probablement achetée dans un vide-grenier et mise au mur parce que les couleurs plaisaient à Madame Duval ou lui rappelaient son jardin. Le désir de bien faire. Voilà ce que Shelley voyait en regardant autour d'elle. Une famille qui n'avait pas de gros moyens, pas de voiture flambant neuve pour eux ni d'objets de marque, mais tout de même une maison charmante. Vu certaines des maisons par lesquelles Telly était passée, et la menace d'un placement en foyer qui planait sur lui, celle-ci avait dû lui faire un gros changement. Sa première idée en franchissant la porte avait dû être qu'il avait beaucoup, beaucoup de chance.
Ordinateur ? Demanda Cal depuis le séjour. Un ordinateur de bureau. Il était installé sur cette petite table dans le coin. Il a déjà été envoyé au spécialiste pour analyse. Je vois. Qu'est-ce que vous cherchez ? Demanda Shelley en quittant la cuisine pour le séjour. Telly. Je cherche Telly. Parce que pour l'instant, tout ça, dit Cal en désignant toute la pièce d'un geste circulaire, ça me parle de la mère. C'est sa maison à elle, son domaine. Et je n'ai rien contre. Mais pour un ado... Il n'est pas ici chez lui. Non, il peut s'asseoir à la table pour manger, traîner sur le canapé pour regarder la télé, mais rien de tout cela ne lui ressemble. Quant à l'ordinateur familial, il n'y aurait jamais mis quoi que ce soit de personnel, d'autant que la plupart des ados communiquent exclusivement depuis leur téléphone portable et pas depuis un ordinateur de bureau. On a retrouvé son portable dans la voiture abandonnée au bord de la route. Du moins, le téléphone inclus dans le forfait groupé des Duval. Il se peut qu'il ait un appareil jetable. Les ados ont appris à se servir de cartes prépayées pour toutes les activités qu'ils veulent cacher à leurs parents. Cal la regarda. Les tireurs forcenés sont bavards, non ? Je ne suis pas spécialiste, mais à chaque carnage, les tueurs avaient publié des messages sur Internet, noirci des cahiers où ils exprimaient leur colère. Le monde entier les avait trahis, le monde entier leur devait quelque chose. Alors, où est-ce que ça se trouve, tout ça ? Où sont les signes que notre adolescent perturbé était réellement perturbé ? Shelley comprenait ce qu'il voulait dire. Plus elle explorait la maison, plus elle voyait ce que Cal, en tant qu'homme, avait immédiatement perçu. C'était ici le domaine d'une femme. Donc quand Telly avait besoin de s'échapper, de prendre du champ... La chambre, dit-elle. Le matin, Quincy y était allé le premier, remontant le couloir de chambre en chambre pour voir s'il y avait des cadavres. Cette fois-ci, Shelley passa devant. La grande chambre était celle des Duval. Restaient 2 portes ouvertes. La chambre suivante était spartiate. Du lambris sombre au mur, un lit simple, un petit bureau en bois supportant une pile de livres de poche. Shelley remarqua un chargeur, sans doute pour un iPod ou un téléphone portable, mais l'appareil n'était plus là. « Il n'a pas emporté son chargeur », remarqua-t-elle sans trop savoir pourquoi c'était important. Ce n'était pas en forêt qu'il allait pouvoir se brancher. Cal examinait les livres qui étaient à peu près les seuls objets personnels de la pièce. Shelley jeta un coup d'œil. Des thrillers, Lee Child, Brad Taylor et, qui l'eût cru, les aventures de Huckleberry Finn. Peut-être une lecture obligatoire pour le lycée. Rien de bien alarmant, quoi qu'il en soit. « La chambre a été photographiée ?» demanda Cal. « Oui. »« Fouillée ?»« Simple fouille préliminaire. On a eu beaucoup de chats à fouetter. »« Je peux ?» dit-il en montrant la pièce autour de lui, et elle acquiesça. Elle ne savait pas très bien à quoi s'attendre. Allait-il ouvrir les tiroirs, sonder les murs, soulever les lames du parquet ? Cal se dirigea finalement droit vers le lit, s'y allongea et les mains sous la nuque se mit à contempler le plafond. Il imitait un ado de 17 ans perdu dans ses pensées. Il se mettait dans la tête de sa cible. Se prenant au jeu, Shelley s'assit au bureau. Pas grand-chose à regarder. Les murs étaient sombres, le bureau étriqué, alors qu'elle-même n'était pas bien grande. Mais Telly avait dû passer du temps ici, à suer sang et eau sur ses devoirs. D'après son dossier, il était loin d'être le premier de la classe, mais elle n'aurait pas su dire si cela tenait à un manque de travail ou à un défaut de capacité. Jusque-là, son crime lui semblait fort habilement mené. Elle caressa le plateau du bureau du bout des doigts, sentit les creux et les cicatrices laissées par tant de mots écrits sur tant d'années, de décennies, de générations. Elle ouvrit le tiroir vétuste. Des papiers en vrac, des post-it, quantité de stylos. Mais aucun journal intime ne lui sauta à la figure. Peut-être avait-il publié des textes sur Internet. Aux yeux de quelqu'un comme elle, les jeunes d'aujourd'hui vivaient davantage sur les réseaux sociaux que dans le monde réel. Les experts en informatique sauraient bientôt répondre à cette question. Par ailleurs, les enquêteurs de Shelley avaient envoyé une réquisition à l'opérateur téléphonique des Duval pour obtenir les relevés. Mais si elle se mettait une nouvelle fois dans la tête de Telly, elle n'arrivait pas à l'imaginer sur Internet. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle n'y arrivait pas. C'était un tactile, conclut-elle. Telly ne voulait pas simplement voir le monde, il voulait le sentir entre ses mains. D'où ses lectures.
Des livres de poche tout cornés plutôt que les liseuses numériques qui faisaient aujourd'hui fureur. « Il y a un truc au plafond », dit Cal. Shelley se redressa. Le pisteur était tellement silencieux qu'elle en avait oublié sa présence. « Quoi ?»« Je ne sais pas. En fonction de l'angle de la lumière, je vois comme un reflet. Des boucles, un motif. Peut-être un dessin, un griffonnage. » Un instant. Shelley rouvrit le tiroir du bureau. L'assortiment de stylos. Bien sûr. Des stylos à encre invisible. Mais ils étaient anormalement lourds dans sa main et leur extrémité était ronde et volumineuse. Le poids venait de la pile, comprit-elle, qui servait à alimenter une petite ampoule au bout du stylo. Une lampe UV. Tous les stylos en étaient munis. « Fermez les rideaux », dit-elle à Cal. Elle-même se leva pour aller repousser la porte. Cal obéit sans un mot. Puis, lorsque la chambre ne fut plus qu'une pièce sombre et grisâtre où la lumière ne pénétrait qu'à la lisière des rideaux, Shelley appuya sur l'interrupteur du stylo. L'ampoule s'alluma et le faisceau frappa Cal entre les deux yeux. Elle le dirigea vers le plafond où se trouvait bel et bien une inscription. Ils lurent lettre après lettre, mot après mot. « Qui ?» dit Cal, déchiffrant le premier mot. « Suis-je » lut ensuite Shelley. « Héros. »« Zéro. »« Héros ou zéro » lurent-ils en chœur. « Qui suis-je » répéta Shelley. « Héros ou zéro » Puis, balayant le reste du plafond et les murs lambrissés, ils trouvèrent partout ces mêmes mots répétés. Une litanie sans fin. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Avec de temps à autre une interjection. Héros ou zéro. Mais dans l'ensemble, on lisait surtout Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Telly Raynash avait bel et bien tenu une sorte de journal intime. Aux quatre coins de sa chambre, du sol au plafond. Il y avait exprimé ses doutes, ses angoisses, son stress. Qui suis-je? Héros ou zéro? Shelley aurait préféré qu'il fasse le bon choix.